Bien, bien. Évidemment, tout ce que nous avons à dire ce matin fait système. Autrement dit, ce que je vais dire maintenant est pratiquement la suite logique de tout ce que vous venez d'entendre, sous l'angle, cette fois-ci, de l'agilité de l'enseignement supérieur, avec cette idée que nous avons aujourd'hui dans notre paysage de l'enseignement supérieur, finalement, de quoi déjà nous inspirer de certaines expériences, de certaines innovations qui permettent cette agilité. Donc entre la comparaison internationale, d'une part, qui nous permet d'avoir des standards internationaux nous permettant de trouver la bonne voie, et d'autre part les réussites françaises qui existent, et qu'on trouve notamment justement dans le milieu des grandes écoles, ainsi que dans le milieu des universités, eh bien on doit pouvoir assez aisément finalement avoir des points de repère. D'une certaine façon, si on regarde les différentes mesures que vous avez donc sous l'angle de l'enseignement supérieur agile, il s'agit de résoudre une équation qui est mieux résolue dans d'autres pays que dans le nôtre, qui est de réussir à faire deux objectifs qui sont pourtant à distinguer. Le premier, celui de l'ouverture sociale et de la capacité du système à mener le maximum de la population vers les formations les plus hautes et les plus professionnalisantes. Et de l'autre, l'objectif d'excellence académique, d'excellence en recherche, ayant un effet matriciel sur l'ensemble du système. Nous savons bien que beaucoup de nos structures, en voulant faire les deux à la fois, réussissent mal à faire et l'un et l'autre, et que cette difficulté, c'est évidemment l'agilité, mais là aussi la capacité à distinguer les fonctions qui le permet. Ça passe d'abord donc par renforcer l'autonomie des établissements. Cette autonomie des établissements, elle a un peu progressé au cours des 10 dernières années. Évidemment, de grands pas peuvent être faits, a fortiori si on compare les grands acteurs internationaux qui réussissent. Là, l'exemple des grandes écoles qui réussissent le mieux est assez inspirant. La maîtrise des ressources humaines est déjà un premier point essentiel. Cela se voit aussi bien pour les personnels enseignants que non enseignants. S'agissant des professeurs, nous voyons bien les acteurs les plus efficaces être capables de recruter sur un marché mondial du travail les professeurs les meilleurs. Et c'est évidemment un point clé d'agilité et d'excellence. Il y a aussi la question de la maîtrise des flux étudiants, c'est une évidence aussi. Aucune structure ne peut véritablement être considérée comme autonome si elle se voit imposer les flux qui lui arrivent, si elle ne peut pas elle-même choisir les personnes qui vont rentrer à l'intérieur, que ce soit les professeurs ou les étudiants. L'autonomie passe par bien des aspects. Il a été question, j'ai dit que cela faisait système des campus par exemple. Nous nous sommes trop habitués en France à ne pas avoir de véritable campus, à avoir une vision dégradée ou parfois trop subtile de ce qu'est un campus. Il suffit là aussi de regarder ailleurs dans le monde pour voir ce qui fonctionne. Et nous pouvons imaginer que l'autonomie des établissements, couplée aux bonnes relations avec les collectivités locales, doit permettre dans le futur de faire des progrès en la matière. Donc l'autonomie des établissements, c'est évidemment un très grand sujet qui regroupe pratiquement tous les thèmes, mais qui va aussi vers la question de la simplification de la gouvernance des regroupements de sites et des communes. Nous savons tous en la matière que la situation est très hétérogène, qu'elle est plus ou moins satisfaisante pour les grandes écoles. Alors, moi, je suis un membre de commu heureux, donc je ne vais pas me plaindre, mais je ne parle pas en mon nom ici, je parle au nom de ce que l'on entend, de ce que l'on analyse. Autrement dit, le risque de trop grande lourdeur et le risque aussi de strapontinisation des grandes écoles dans les regroupements qui peuvent exister. Là aussi, je ne parle vraiment pas pour mon cas, mais je parle en pensant à de nombreuses discussions avec des collègues. Ces deux phénomènes sont à éviter à tout prix. Le premier parce que on sait bien que les acteurs agiles dans le monde aujourd'hui ne sont pas les gros acteurs, et que ce qui compte, ce n'est pas le nombre d'étudiants, mais bien l'excellence académique, si l'on veut avoir une agilité qui elle-même, à la fin, est au service des étudiants. Et le deuxième n'est pas non plus une bonne option, autrement dit la marginalisation des grandes écoles, puisque c'est au contraire les grandes écoles qui peuvent être les locomotives dans bien des cas de ces communes, non seulement du fait parfois de leur force de marque, mais tout simplement par même le modèle d'organisation qui peut être utile à l'intérieur d'une université, si une université se crée à partir de ce regroupement. Il y a dans cette deuxième partie de la décennie 2010 une opportunité formidable de dépasser les clivages classiques entre secteur privé, secteur public et grande école, université, non pas pour gommer ces clivages, mais pour au contraire profiter de leur support mutuel. Donc la simplification de la gouvernance des regroupements de sites et des communes est
un enjeu décisif, puisqu'on sait très bien que les choses peuvent verser du bon ou du mauvais côté dans les années qui viennent, selon que cette gouvernance sera simple et au service du principe de subsidiarité, et non pas pour créer évidemment des usines à gaz dont tout le monde se plaindra. On sait très bien que nous sommes donc au milieu du gué sur cette question. De ce point de vue-là, les propositions présidentielles en la matière seront très, très importantes. Troisième élément, inscrire la pédagogie dans la modernité. Là aussi, c'est très directement lié à ce qui a été dit sur la nécessité de garantir beaucoup plus la réussite des étudiants dans l'enseignement supérieur. De ce point de vue-là, qui sont non pas différentes mais complémentaires. D'abord, la logique de propédeutique, même si le mot semble ancien, là, cette logique de propédeutique, elle est dans l'ADN des grandes écoles, puisque nous sommes très liés aux classes préparatoires aux grandes écoles. Ces classes préparatoires donnent un socle de culture générale et un socle de compétences et de connaissances essentielles qui fait encore l'excellence de grand nombre des étudiants qui sortent du système français. Là aussi, plutôt que de penser à leur marginalisation, voyons-les plutôt comme des locomotives dans un système qui a justement besoin de logique propédeutique. Cela est totalement cohérent avec le système Bac-3, Bac+3, qui fait de plus en plus consensus, c'est-à-dire cette idée qu'on doit penser en continuum ce qui se passe 3 ans avant le bac et 3 ans après le baccalauréat. Non seulement donc pour les questions d'orientation que Anne-Lucie a évoquées, mais aussi pour les questions de cohérence pédagogique, d'innovation pédagogique, contagieuse de part et d'autre. D'une certaine façon, des cordées de la réussite de la pédagogie et de l'excellence peuvent s'imaginer entre les deux niveaux. Et puis, la professionnalisation est aussi un enjeu majeur. Hervé Biosser l'a très bien dit. Voyons de plus en plus le système Bac-3, Bac+3 comme étant capable d'amener une bonne partie de la population à un niveau Bac+3 professionnel. Cela facilitera encore plus une capacité à avoir le niveau post-Bac+3, le niveau master, donc, comme pouvant être davantage sélectif et concentré sur les enjeux d'excellence et de recherche. Je dis cela aussi en ayant des comparaisons internationales en tête, et par exemple Singapour, où ces questions-là sont posées exactement en ces termes, c'est-à-dire le but n'est pas d'amener tout le monde au doctorat ou même tout le monde au master, le but est d'amener tout le monde à la professionnalisation, à une bonne insertion dans la société, ce qui d'ailleurs ne se joue pas que entre 18 et 23 ans, mais se joue tout au long de la vie. Et là aussi, je ne vais pas répéter ce qui a déjà été très bien dit. Quatrième proposition dans ce cadre, créer une agence d'accréditation indépendante et paritaire, donc paritaire avec académique et professionnel. Là aussi, ce point est essentiel parce qu'il traduit une logique. Cette logique, c'est celle de la confiance a priori et du contrôle a posteriori. Ceci est quelque chose qui s'est un petit peu insinué dans le système français depuis quelques années, mais qu'il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire donc pour être dans la même logique que les meilleurs systèmes mondiaux. Autrement dit, une accréditation indépendante qui ensuite permet aux établissements publics et privés, peu importe leur statut, ce qui compte c'est leur excellence, de pouvoir créer leur diplôme, quitte ensuite, bien entendu, à accepter d'être jugés sur ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'est le contrôle a posteriori. Mais la confiance doit être a priori. Ce sera, là aussi en lien avec ce qu'a dit Hervé Biosser, une garantie d'agilité à l'échelle internationale. Aujourd'hui, les meilleurs établissements français fonctionnent parfois avec une enclume dans leur sac, puisque des diplômes qui peuvent être classés au meilleur niveau mondial ont des difficultés pour être accrédités à un niveau national. Cette situation est évidemment totalement absurde. C'est le genre de choses que changerait une agence d'accréditation indépendante et paritaire, a fortiori si elle était très internationalisée. On le voit bien dans le cadre du commissariat aux investissements d'avenir. Les jurys internationaux sont a priori davantage une garantie d'indépendance que des jurys exclusivement nationaux. De la même façon, une agence d'accréditation crédible, qu'elle soit conçue à une échelle française ou européenne, est évidemment souhaitable. Elle est aussi un élément d'articulation avec le reste du système international, comme l'a évoqué Hervé Biosser. Enfin, cinquième et dernière mesure dans ce cadre-là, encourager la mobilité des étudiants, des enseignants et des enseignants-chercheurs en favorisant les échanges avec les entreprises, les laboratoires en France ou à l'étranger,
à travers les stages et les années de césure. De nouveau, c'est une nouvelle conception du temps qui s'affiche, qui s'affirme, et qui d'ailleurs s'affirme par les étudiants eux-mêmes aujourd'hui, qui multiplient les années de césure, multiplient ce type d'expérience. C'est à nous justement de maintenant aller de l'avant pour donner un cadre à tout cela, pour avoir une nouvelle conception beaucoup plus moderne de ce que c'est se former tout au long de la vie.